c'est Les pierres et cristaux magiques de Lise-Marie Lecomte. Je l'ai trouvé sur Amazon environ, je pense qu'il était 47 $ canadiens. Que vous pouvez le trouver. Il en reste vraiment pas beaucoup. Et dans toutes les autres librairies, en tout cas dans ma recherche sur Internet, j'en ai pas trouvé. C'est un livre qui est très rare parce qu'il n'est plus réédité. Et l'auteur, je sais qu'elle a arrêté d'écrire, mais c'est une auteure que je connais et je sais, elle a écrit beaucoup d'articles pour sorcellerie.net. Si vous allez voir directement sur le site de sorcellerie.net, les articles sont toujours là. Ils sont sous le nom de Bonnie Witch ou de Windaria. Elle a comme changé son nom entre-temps, mais elle a toujours écrit des articles de qualité. À l'époque, il y avait beaucoup de monde sur sorcellerie.net et j'avais des journalistes qui écrivaient pour le site. J'avais plusieurs sorties par semaine et ça lui a comme donné la passion d'écrire et elle s'est publiée. Je sais que ces informations-là sont cherchées, est allée voir quand même assez loin, elle a pris beaucoup de références d'un peu partout. Moi, j'ai confiance en son travail vraiment beaucoup. Et j'ai eu le droit, c'est pas dans ce livre-là, mais j'ai eu le droit d'une petite dédicace dans un autre livre que j'y ai acheté. Et voilà, donc c'est dans les éditions Grancher, qui a été publié en 2014. Regarde, du même auteur, elle a écrit Encyclopédie des plantes et pierres magiques et thérapeutiques, les 4 éléments de la magie naturelle. Lui, là, je l'ai trouvé, il valait, je pense, c'est 250 $ canadiens sur Amazon. Et c'était des usagers, là. C'est quand même très, très, très... Ils valent cher. Le monde se les arrache. Et aussi, regarde, Draconia, tome 1, Sous le sceau du dragon. Ça, c'est son roman qu'elle a écrit. Et des nouvelles numériques, Garde souvenir à fleur de peau. Vous pouvez le trouver sur sorcellerie.net et il est encore là. C'est elle qui l'a rédigé, puis on l'avait publié. Là, hein. Des fois, ça m'arrivait de publier des nouvelles. Ben, je dis publier, mais je veux dire, c'était une des sorties, c'est une des articles qui est disponible. Petite introduction qui parle d'elle, qui parle de son évolution et tout. Voilà. Donc, le côté pratique, la première partie. Et là, on parle de lithothérapie versus la magie des pierres. En fait, elle fait vraiment une différence parce qu'elle dit que la lithothérapie est une discipline de bien-être et de développement personnel. Elle agit sur nos émotions et nos états d'esprit. La magie des pierres, eux autres, c'est vraiment pour condenser l'énergie, pour agir au-delà de l'individu. En gros, vraiment en magie. Ça dit un exemple ici. La magie des pierres attirera par exemple les nouvelles rencontres, là où la lithothérapie nous permettra d'être plus éveillés et plus performants. Donc, c'est vraiment une différence entre lithothérapie et la magie. Donc, elle fait vraiment c'est quoi la lithothérapie? C'est quoi la magie des pierres avec les différents types de pouvoirs qu'on peut se servir au niveau des énergies? Comment trier les énergies? Parce qu'ils ont comme des vertus, mais que, étant donné qu'on s'en sert dans le domaine magique, ben, elle en parle quand même beaucoup. Elle parle aussi un peu de New Age. Avant de choisir vos pierres, on a l'importance de la forme. En gros, c'est la forme. Est-ce qu'on veut qu'elle soit roulée, polie, brute? Parce que j'en ai, regarde, j'ai brute ici. J'ai des polis ici. On voit qu'elle est quand même de forme assez asymétrique. On a des rondes. Oh, c'est pas celle-là, mais il y en a vraiment qui sont parfaitement rondes. Il y en a qui sont justement en forme de flèches comme ça. Il y a différentes. Ça dépend aussi ce que vous voulez, parce que des fois, quand elle est brute, c'est pas tout à fait pareil. Comment qu'on peut s'en servir, quel type de propriété qu'on peut avoir de la pierre. Ça peut se révéler important selon l'utilisation que l'on compte faire de la pierre. Donc, on a les cristaux naturels, c'est des pierres à l'état brut. Les pierres roulées, regarde un peu comme celle-là.
Ou hein, quoi que celle-là aussi. Il y en a qui sont quand même assez asymétriques, là. Pierre polie et taillée. Là, on parle vraiment de pierres qu'on peut trouver dans les bijoux. Le choix des pierres. Donc, elle parle un peu de comment qu'on peut s'aider à choisir une bonne pierre. C'est pas juste que elle, je la trouve jolie, je la prends. Des fois, on faut faire un peu de recherche pour savoir qu'est-ce qu'on a de besoin puis qu'est-ce qui pourrait être utile. Tricherie, coloration et pierres artificielles, il y en a quand même beaucoup. Et je crois même que mon garçon, il y en a ici en exemple parce qu'il me dit « Regarde maman, je veux m'acheter eux autres, c'est des belles pierres. » C'est parce que c'était pas des pierres. Ah, il a dû les cacher en quelque part ou j'ai dû faire une razzia et les mettre aux poubelles. Ça, c'est probable aussi. Parce que c'est pas. C'est comme. On voit que c'est comme plastique, on voit que c'est trop. euh, ça fait pas naturel, en fait. Parce qu'il parle de coloration, parce que oui, des fois, ils mettent de la coloration autant dans du plastique, dans de la vitre, et on a l'impression que c'est une pierre. Comme, regarde, je pense que j'en ai une ici. Je la garde parce que je la trouve jolie, mais c'est pas une pierre. Ça, c'est de la vitre. C'est pas du tout une pierre. Mais elle est en forme d'un œuf. Je la trouvais jolie, je l'ai gardée, mais c'est de la vitre. C'est de la vitre teintée. Pas facile de trouver une bonne boutique, il faut savoir, oui, vraiment, il faut vraiment être très critique. Et quand on regarde une boutique qui vend d'à peu près n'importe quoi, souvent, c'est pas vraiment des bonnes pierres, là. J'ai 2 pierres faites chimiquement, agate, rose et mauve. Faites chimiquement, tu veux dire un peu comme celle que j'ai montrée en vitre, là, que les couleurs ont été ajoutées pour faire joli. Euh, Ici, garde, on mentionne pas naturel, ouais, c'est ça. Les pierres artificielles, regarde, ça dit les vraies pierres, mais revisitées par un marketing outrancier. C'est comme s'ils prennent des pierres, mais ils mettent beaucoup de marketing pour que le monde puisse penser que ah, ça c'est magnifique, puis ça c'est ici, puis ça c'est ça. Comme dans l'autre livre que je disais qu'on dirait que j'avais l'impression qu'ils inventaient des pierres, ben c'est un peu ça qu'elle mentionne ici. Euh, Elle donne des exemples aussi, là. Les vraies pierres, mais transformées, teintées et ou contrefaites. Regarde ici, le quartz aqua aura, je pense qu'on l'a vu dans l'autre livre, résulte du réchauffage de cristal de roche dans une chambre à vide avant d'y ajouter des vapeurs d'or, ce qui donne un cristal aux nuances bleutées. Le quartz arc-en-ciel pour l'aura, on l'a vu ça aussi dans l'autre livre, tient de la combinaison de quartz et de titane. Quartz bleu sibérien pour l'aura, lui aussi, je l'ai vu dans l'autre livre. Tient du quartz combiné à du cobalt, ce qui donne une couleur bleue plus soutenue que l'aqua aura. Donc, il y en a plein, puis c'est tout vraiment pour l'aura. En gros, c'est qu'on ne vienne pas nous suriner les vertus ancestrales de ces cristaux. Notez par exemple que l'aqua aura est souvent affiliée au mythe de l'Atlantide ou à l'étoile Sirius, quand la plupart de leurs brevets de fabrication ont été déposés aux États-Unis. Quelle surprise, au début du 21e siècle. Donc, il y a des pierres, il y a beaucoup de pierres qu'on a vues dans l'autre livre qui ont été fabriquées par l'homme. Est-ce que c'est vraiment des pierres? Est-ce que vraiment on peut se baser sur ce qu'on peut lire dans le livre quand c'est pas naturel en fait? Donc, il faut faire attention là-dedans. Puis là, ben, elle y mentionne. Ça, je dis que ça, c'est une bonne auteure. Elle a vraiment fait ses recherches. Les fausses pierres artificielles qui n'ont de magique que leur discours commercial. Hein? Évidemment. La dureté et les formes cristallines. Là, elle parle vraiment du type de chaque dureté de la pierre. Les formes, on l'a vu aussi un peu dans l'autre livre, mais elle parle vraiment des différentes formes.
avec leur association planétaire. Purification et rechargement. Dans l'autre livre, ça avait été grosso modo mentionné, c'est comme quand même assez vite. Ici, ben, elle parle de comment assainir vos minéraux parce qu'on ne peut pas les purifier de la même façon. Il y en a que c'est à l'eau, il y en a qu'on peut le mettre dans la terre, il y en a d'autres qu'il ne faut surtout pas mettre dans la terre. On peut le mettre avec du sel, d'autres qu'il ne faut pas le sel. Donc, il y a différents types de façons, là. Il y a une méthode numéro 1, avec ou sans sel, contact direct ou indirect. Méthode numéro 2, bain d'eau avec du sel ou de l'argile verte. Bain d'eau salée et argile verte. Méthode numéro 3, renvoi à la terre. Tiens, elle répète un peu ce que j'ai dit tantôt. Méthode numéro 4, l'eau courante. L'eau courante, ça ne veut pas dire de le laisser dans le lavabo avec le robinet ouvert. C'est vraiment, on se trouve un petit ruisseau, on le met dans le ruisseau et après un certain temps, on va le rechercher parce que c'est comme si l'eau courante le nettoie des énergies. Mais il faut vraiment que l'eau bouge d'ailleurs. Numéro 5, la fumigation d'encens. Oui, c'est vrai, celui-là. Puis, il y a d'autres types aussi de façons de les purifier. Spécificité concernant les pierres. Fait que là, on parle de différents types de pierres. Ici, par exemple, l'améthyste. Pas de rechargement par exposition au soleil, ce qui la décolorerait. Il me semble que c'est assez important à savoir. Hein? On a... on va essayer d'en trouver un autre qu'on connaît quand même assez bien. Le lapis lazuli, ça aussi c'est une pierre que j'aime particulièrement. Purification à l'eau distillée sans sel. L'obsidienne, purification peu utile puisque cette pierre écarte les énergies négatives, la lumière lunaire, pleine lune, ainsi que la chaleur de la lumière solaire et la proximité des flammes lui permettent de se régénérer. Donc, on a vraiment des spécificités face à toutes les pierres. C'est très intéressant. Le rechargement, comment charger, parce qu'il y a une différence entre purifier et charger. On a la lumière naturelle, qui est le soleil en fait. La lune aussi est considérée comme une lumière naturelle. Fait qu'on a le soleil, la lune, puis elle mentionne toutes les pierres là, que la lumière solaire, agate mousse, segmarine, alexandrite, amazonite, l'ambre, etc. On a numéro 2, les cristaux. La macle de cristal de roche, les géodes d'améthyste et de célestine, terre-mère, on la met dans la terre, littéralement. Ensuite, entretien et rangement, ça aussi c'est de l'information qu'il n'y avait pas dans l'autre livre. C'est pour ça que je dis que ce livre-là, c'est vraiment, c'est une bible tant qu'à moi, là. Il faut les entretenir, il faut y faire attention, il ne faut pas les mettre n'importe où, pour pas vraiment les briser, de un, et de deux, les décharger. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une pierre cassée ou abîmée? Les ranger. Voilà. Puis, elle met beaucoup de références. Hein, quand elle dit « J'ai vu dans tel livre que tel auteur mentionne ça, j'ai vu que tel autre auteur mentionne telle autre chose. » C'est quand même... on peut aller lire ces livres-là si on a de besoin. Les applications magiques, évidemment, on s'en sert aussi pour la magie. Méthode pour activer la magie des cristaux. Et elle parle vraiment de comment on se concentre, on fait une petite incantation pour pouvoir bien les activer. Que faire avec les pierres? On peut faire des amulettes, des talismans. On peut faire des baguettes magiques, bien sûr, des bijoux. On peut faire des bracelets, des colliers, des bagues, de la divination, cristallomancie, lithomancie, les runes, parce que les runes peuvent être gravées sur des pierres. Les élixirs, en gros, on dynamise l'eau ou la potion avec des pierres. Les encens, on peut, en fait, pas encens en bâton comme ça, là, mais il y a des encens qui se fait en herbe ou en espèce de cristaux, puis on peut facilement mélanger des pierres au travers. Les mandalas planétaires, bon, Soleil, Lune, Mars, etc. Le pendule, parce que certains pendules qui ont une pierre sur le bout,
J'en ai une, vous remarquerez, ben en fait, demain, quand je vais jouer, là, en arrière de moi, j'en ai un pendule qui est accroché. Et là, je ne le décrocherai pas, là, mais il est accroché juste en arrière de moi, puis il est fait en pierre. Bon, représentation d'une force cosmique avec les différents types de formes. Donc là, on a quand même assez épais de contenu pour savoir, bon, comment les choisir, comment les purifier, comment les recharger, avec beaucoup d'informations très intéressantes. Là, on tombe dans la deuxième partie, avec le dictionnaire des minéraux. Et là, c'est vraiment une partie l'espèce de partie majeure. Et là, elle mentionne qu'est-ce que c'est. Bon, le groupe, c'est la famille à laquelle la pierre appartient. Dureté, c'est sur une échelle de 1 à 10. Le système cristallin, c'est la variété cristalline à laquelle la pierre appartient. Énergie indique si la pierre est réceptive, reçoit l'énergie, ou projective, elle déploie l'énergie. Les planètes, son élément, sa couleur, le chakra qui est associé, une petite note s'il y a des informations complémentaires, propriété magique si c'est énergétique ou ésotérique, les vertus thérapeutiques, couleur et type spécifique. Donc, il y a des informations quand même à ne pas négliger. Voilà. Et là, on voit que contrairement à peu près ça de paragraphe de l'autre livre, ici, il y a du contenu. Parce qu'on a, bon, l'agate. On a toutes les informations que j'ai mentionnées dans la page précédente, chakra, gorge, cœur, notes. Et là, il y a quand même beaucoup de notes. Puis ça dit même attention, car l'agate est poreuse. Elle est parfois colorée artificiellement, surtout en rouge, en violet, en bleu ou en vert, ce qui amoindrit ses propriétés. Une pierre aux couleurs trop vives a souvent été trafiquée. C'est quand même intéressant à savoir. Et là, on a toutes les propriétés magiques. Bon, une pierre stable, ça apporte l'équilibre émotionnel et tout. Et quand il y a des auteurs qui ont des informations plus spécifiques, eh bien, elle mentionne, regarde, Michael Ginger, je ne sais pas si je le dis comme il faut, spécifie qu'une pierre dotée de bandes régulières et concentriques constitue un spécimen particulièrement fort que celle dotée de cristal de roche et blablabla. Donc, à place de voler les informations des auteurs, elle les cite. Les vertus thérapeutiques, il y en a comme ici, les couleurs. Fait que là, à place d'avoir les agates, par exemple, un peu partout, elle les mentionne toutes. Brune ou rousse, on a l'agate noire, l'agate orange qui est en fait la cornaline, la rose, la rouge, la verte. Puis il y a certaines photos, puis le livre est en couleur, donc on voit vraiment très bien les photos. On a mentionné l'agate mousse, même chose. On a beaucoup d'informations sur chaque pierre. L'aigle marine, je l'ai, celle-là est en quelque part. Je l'ai, l'aigle marine. Et on voit l'alexandrite. Ça je ne l'ai pas, celle-là. L'amazonite, elle aussi, j'en ai. L'ambre. L'améthyste. On voit son améthyste est pâlotte un peu, mais reste que les informations qui sont là sont quand même très intéressantes. Là. Quand ça dit l'améthyste, c'est l'une des pierres les plus populaires, rien d'étonnant à ça, puisqu'elle génère la plus forte énergie spirituelle. L'améthyste est extraordinaire, ne serait-ce que par sa faculté à rehausser le taux vibratoire de celui qui en porte. Elle est surnommée la pierre des évêques. Est une variété de quartz qui symbolise la fusion avec le divin, la piété, ainsi que le sacrifice de l'ego, l'humilité et la sagesse. Il y a quand même beaucoup d'informations ici. Très intéressant. La métrine, l'apatite bleue, l'aventurine verte. Et là, d'autres types d'aventurines. On a la bleue, ça j'en ai de l'aventurine bleue. La mauve, l'azurite. L'azurite malachite, ou ben, je pense qu'on dit aussi tout simplement malachite. Le béryl et les différents types de béryl. Le bois fossilisé. La cassédoïne bleue, je l'aime celle-là. L'espèce des bandes autour, là, je la trouve quand même assez spéciale.
Ou l'agate bleue rubanée. La calcite, on n'a pas d'image sur celle-là. Ah oui, on a la bleue, on a la claire ou optique. Ouais, c'est ça. Le miel ou doré, la orange, la rose. Et pour les autres noms, des fois, il dit allez voir les autres. Célestite, chiastolite, chrysocole. J'en ai de celle-là, me semble. Chrysoprase. La fameuse citrine, ici. Ici, regarde, quartz solaire, la citrine fait partie des cristaux qui n'ont jamais besoin d'être nettoyés car ils absorbent, transforment, dissipent et ancrent l'énergie négative. Elle peut être portée la nuit pour éloigner la peur, éviter les cauchemars et assurer un bon sommeil. Mélancolie, négativité n'ont pas leur place autour de la citrine. C'est pour ça que cette pierre-là est vraiment très utilisée en magie parce que c'est comme une espèce de pierre ça nous aide beaucoup, en fait. Oui, moi aussi, j'ai même j'ai un pot avec plein de petites mini-citrines aussi. Est portée afin d'accroître la conscience psychique. Dans les rituels de prospérité, elle est utilisée dans le cas où on souhaite des rentrées d'argent licites. En gros, les entrées d'argent légales. Cristal d'abondance. Ça affermit la confiance en soi, entraîne la résiliation en permettant de se défaire de toute forme d'auto-dévalorisation. C'est vraiment une bonne pierre. Et ça, c'est vraiment les vertus magiques. Quand on tombe thérapeutique, bon, ça diffuse une énergie positive, tonifiante. Elle a sa place dans la chambre d'un malade ou d'un convalescent pour augmenter un peu les énergies curatrices. Donc, voilà. La citrine est très, très, très utilisée. L'améthyste aussi, mais majoritairement la citrine et le quartz. Le corail. La cornaline, elle aussi, elle est très utilisée en magie. Cristal de roche. Le diamant. Un autre type de diamant. L'émeraude. Il y a beaucoup d'informations. Moi, ce livre-là, c'est vraiment ma Bible. Les différentes fluorines. Le grenat, l'héliodore. Héliodore, celle-là, je la connais pas. Héliotrope, elle, je la connais. Jaspe sanguin ou pierre de sang. Elle est comme, justement, verte avec un peu de rose. Ou si des fois, elle est rouge, on a l'impression vraiment qu'il y a des gouttes de sang dessus, là. L'hématite, je vais vous les montrer tantôt. C'est vraiment, là, ça brille comme si c'était du fer, là. Ben, je dis comme, c'est pas du fer, là, mais en tout cas. L'hyperstène, lui, il n'y a pas d'image. Quoi que j'aurais bien aimé, je ne la connais pas. Le jade, le jet, le jaspe, qui a vraiment différentes sortes de jaspe. C'est variable, il y a beaucoup de couleurs. On a le brun, le rouge, le vert. Kunzite, labradorite, la labradorite blanche, clair de lune, arc-en-ciel, très jolie d'ailleurs. La labradorite dorée, lapis lazuli, lui, je l'adore celle-là. L'auteure est québécoise? Non, pas du tout. L'auteure, elle est française. Elle est française. Je la connais, je ne l'ai pas rencontrée en personne, mais je la connais parce qu'elle a fait partie de mes journalistes. Oui, mais en fait, le livre est disponible sur Amazon. Donc, le Larimar, j'adore la couleur. C'est quand même assez impressionnant. Non, on s'est jamais vu. Jamais, parce que j'ai jamais été faire un tour en France. Mais éventuellement, ça va venir. Ça va venir. Mais en fait, à l'époque, dans les années entre, je dirais, 2002 à 2008, le site sorcellerie.net était très, très, très populaire, était vu par beaucoup de... je dirais, j'avais environ 10 000 visites par jour. C'était très actif. Il y avait, je dirais, une cinquantaine de petits forums qui parlaient de différents sujets.
J'avais une cinquantaine de journalistes qui me permettaient de sortir 2 articles par semaine. Il y avait des modérateurs. En fait, j'avais une très, très, très grosse équipe qui travaillait avec moi, qui me permettait de faire en sorte de tout faire rouler. C'était la belle époque, je vais le dire, parce que le site avait une ambiance assez spéciale. Et quand j'ai voulu pas faire autre chose, mais le rendre peut-être un peu plus professionnel, l'espèce d'ambiance qu'on ressentait, parce que c'était noir, ben je veux dire, le fond était noir, c'était quand même assez simple au niveau du graphisme, au niveau de l'image. Ça a comme le côté mystérieux, a comme parti, et là, ben, il y a des personnes qui sont allées ailleurs. Aujourd'hui, on a des journalistes de partout. Moi, je ne regardais pas la nationalité, là. C'est si la personne elle faisait le travail. Moi, j'étais bien contente. Il y en a qui venaient de partout dans le monde. Toutes des Français, évidemment. Mais des Français, je veux dire, qui parlaient français. Mais c'était la belle époque, en fait. C'était vraiment... c'était très agréable à ce moment-là. Aujourd'hui, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Et disons que les réseaux sociaux, c'est facile pour les trolls de s'y intégrer. Moi, aussitôt qu'on détectait un troll ou on détectait quelqu'un qui nous demandait de revenir vers Dieu, eh bien, on le bannissait. C'est pour ça qu'on avait un système de membres. C'était gratuit, mais ça nous permettait de mettre dehors les personnes qu'on ne voulait pas. Ce qui n'est pas possible sur Facebook, ben, plus ou moins. Donc, il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup d'informations qui se transmettent, puis que ça comme ça n'a vraiment pas d'allure sur des sites comme ça. Même sur YouTube, des fois, c'est assez kirsch. La lipidolite, la magnétite, la pierre d'aimant, en fait, la malachite, elle aussi est très jolie, elle est comme verte avec des stries, moldavite, les fameuses obsidiennes, la noire, on a le acajou, la neige ou étoilée, obsidienne larme d'Apache, dite œil céleste, l'œil de fer ou ce qu'on appelle aussi l'œil de tigre. L'œil de tigre, oh, c'est quoi la différence? Ah ben là, je sais pas. Ah, c'est le fer de tigre, puis ça, c'est l'œil de tigre. Ah, ok. J'ai mal lu. J'ai mal lu. L'œil du dragon, voire zircon. L'onyx noir. L'opale. Le péridot. La perle blanche. La pierre de lune. Très. Je pense que c'est ça que j'ai ici, une pierre de lune. Elle brille un peu, là. Pierre de soleil. La prénite. La pyrite ou l'or des fous. Parce qu'à l'époque, ça a tellement de l'air à être de l'or que le monde allait la chercher, mais c'est pas de l'or. Le quartz qui est très utilisé en magie. Elle n'a pas mis de photo parce que c'est assez facile de savoir qu'est-ce qui est un quartz. Là, j'en ai une ici. Ça, c'est du quartz. Si on voit que c'est vraiment une pierre qui est très, très, très transparente. Quand on parle de quartz fumé, c'est qu'elle est transparente, mais qu'elle est un peu comme brune ou jaune ou... Oh, c'est quoi ça? Oh, un instant, je pense que j'ai de quoi d'intéressant ici. Ah non, c'est un effet d'optique. J'ai rien dit. Là, quartz fantôme, grande quartz fumé, ce que je vous disais, est un petit peu comme plus brune. Je pense que c'est ça ici du quartz fumé, là. Quoique elle est assez foncée. Le quartz rose, que lui aussi, très, très, très utilisé en magie. Très pratique. Bon, le quartz rutile, le quartz tourmaline, rhodochrosite, rhodonite,
Le rubis rouge. Rubis rouge étoilé, ça, j'en ai jamais vu. Le saphir bleu. Saphir bleu étoilé. En gros, c'est qu'il y a comme une espèce de... quand on la regarde, autant dans l'espèce de petite pierre ronde que je vous ai montré tantôt. Je vais vous la ressortir. Oups. Ça, c'est une obsidienne. Ici, on voit qu'il y a comme une ligne. Puis des fois, les lignes, ça peut être... ça peut être comme en forme d'étoile. C'est pour ça qu'ils l'appellent saphir bleu étoilé. Donc, la sélénite, qui est ça ici. La sodalite, je l'aime aussi beaucoup, celle-là. Je pense que ça, c'est une sodalite. Je suis à peu près convaincue. Le soufre natif, spécial. Sugilite, j'aime le petit mauve. Topaze bleu. Ça est très... j'adore la couleur de celui-là. Topaze impérial, tourmaline, tourmaline bleue, tourmaline brune, melon d'eau. Arc-en-ciel, tourmaline noire, rose, rouge, verte, la turquoise. Varicite, je la connais pas celle-là. Zircon ou œil du dragon. Et là, on tombe dans la troisième partie. Bon, j'ai encore un problème de caméra, je suis désolée. Allô? OK, on va la voir. OK, désolée. On a la troisième partie qui est les correspondances. Et là, il y a quand même beaucoup de pages par rapport aux correspondances. On a l'espèce de les lois magiques, la loi de l'analogie, que en gros, quand que deux choses se ressemblent, donc elles s'aident, où ils disent que c'est à cause de ça qu'on utilise des tables de correspondance. Voilà. OK. Les influences élémentaires et planétaires. Donc, elle parle des influences des éléments liés. Un peu, à moins qu'elle en dise plus ici. Les éléments font partie des bases fondamentales de la magie. Vos pouvoirs se combinent aux leurs lors de cérémonies rituelles. Chacun prodigue ses caractéristiques aux pratiques magiques. La terre apporte la manifestation du sortilège, l'air lui confère sa cohésion, le feu offre son énergie et l'eau conduit le rituel à son aboutissement. Bref, ce sont les principes constructifs de toute substance à partir de laquelle la magie tisse sa toile. Donc ici, on parle des pierres qui sont liées à chacun des éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Les influences planétaires, grosso modo, c'est la même chose. On parle de pierres qui est liée à chacune des planètes. OK, le Soleil n'est pas une planète, la Lune non plus, mais en astrologie, oui. On va le dire comme ça. Bon, voyons. Ma caméra, elle veut pas. OK. Elle va-tu mieux? Hey. Oups. OK, bon, je pensais qu'elle était en train de me niaiser, là. Donc, je disais que le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, mais c'est vraiment une question de... En astrologie, c'est ça qui est ça. Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. Voilà. Fait qu'on dit que des fois, il y a des amis, puis il y a comme des ennemis, ou que c'est neutre un peu. C'est ça. Donc, il y a des affaires qui sont quand même assez compliquées. Les pierres zodiacales, en gros, liées au zodiaque. Et là, ici, elle a fait vraiment un travail de recherche de titan parce qu'elle a dit, bon, les béliers, DJ Conway, qui est une auteure de livres, elle a associé ça à certaines pierres. Scott Cunningham, qui est un auteur aussi, par exemple, c'est lui qui a fait beaucoup de livres sur la Wicca. Cassandra Eason qui a dit autre chose. Tosca Teteru dit une autre affaire. Donc, elle a comme fait une espèce de mix dans un tableau pour dire, regarde, prenez la correspondance que
que vous préférez le plus et utilisez-le. Parce que, regarde, comme elle est assez simple, il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus généreuses sur la quantité des pierres. Donc, voilà, on a toutes les pierres liées au signe du zodiaque. Elle a parlé aussi d'autres auteurs. Elle les mentionne ici. Ici, bon, les couleurs de la pierre selon le signe du zodiaque. Non. Qu'est-ce qu'elle racontait là? Un peu. Pour finir sur une touche de malice, notez que les dates données dans le précédent tableau font référence à l'astrologie tropicale en vigueur et inchangée depuis des siècles. Sauf qu'avec le phénomène de la précession des équinoxes, que l'axe de la Terre a changé de façon imperceptible, l'étoile polaire n'est plus la même et les signes du zodiaque se sont décalés au fil des millénaires. Aujourd'hui, ce n'est plus la constellation du Bélier qui pointe le soleil au moment de l'équinoxe de printemps, mais celle des Poissons, qui tend à glisser de plus en plus vers le Verseau, d'où le passage à l'ère du Verseau, qui était annoncé dans les mouvements New Age. Donc, si on oublie les 12 signes bien rangés avec un angle de 30 degrés sur chacun d'eux, de l'astrologie tropicale pour prendre en compte des constellations dont les angles différents, on obtient la correspondance suivante. Donc, ici, ça a comme changé. Toutes les dates, ici, tout ce qui a changé, parce qu'anciennement, je vous donne un exemple, moi, je suis Balance. Avec les serpentaires, ça, je connais pas trop. Parce que moi, je suis Balance. Moi, je suis née au début octobre. Donc, OK, c'est le 13e signe. Moi, je suis née début octobre. Donc, moi, j'ai toujours été Balance et tout. Et même encore là, moi, j'avais souvenir, mon frère, il est né le 22 octobre. Et pendant toute son enfance, on disait qu'il était Scorpion. Puis là, oups, soudainement, il est rendu Balance lui aussi. Je trouve ça bizarre un peu. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de la difficulté avec l'astrologie. Et tandis qu'ici, quand on regarde, par exemple, moi, je suis début octobre, ben, je deviendrai une vierge. Je deviens vierge parce que le vierge s'est rendu du 16 septembre au 30 octobre. Donc, tout a décalé. Regarde, elle mentionne ici. Notez dans la foulée l'apparition d'un 13e signe, Ophiuchus ou Serpentaire, qui figure assez en retrait de la ceinture des constellations du zodiaque. Certains astrologues ont décidé d'en tenir compte, tandis que d'autres, plus proches de l'astrologie sidérale générale, préféreront en rester à 12 signes, 360 degrés étant une de ces multiples, et la constellation d'Ophiuchus étant trop décalée par rapport aux autres. Voilà, regarde, elle mentionne. Et là, est-ce que vous êtes en publicité? Parce que là, Misty m'a parlé du 13e signe et pub. Oui, bon. Et zut. Je vais prendre une gorgée en attendant. Ben, c'est sûr que tu n'as pas de pub. Toi, tu t'es abonné. C'est pour ça que tu n'as pas de publicité. C'est l'avantage de l'abonnement. Puis d'ailleurs, ce mois-ci, c'est avantageux parce que c'est le Subtember. C'est tous les abonnements ils ont des rabais parce que on est au mois de septembre, c'est ça chaque année d'ailleurs. Moi, j'en profite, c'est là où est-ce que je prends mes subs pour 6 mois. De retour, OK. Donc, c'est ça, Mistem, ce que j'expliquais, c'est on parlait c'est comme le serpentaire que tu as parlé, là. Elle mentionne ici. Bon, j'ai mon livre qui est encore. OK. J'ai mon livre qui est. Je veux dire, ma caméra, des fois, elle bug un peu, elle est bizarre. Mais c'est ça, elle mentionne ici le 13e signe. Mais ça, ce que j'expliquais ici, c'est l'avantage d'être abonné, c'est qu'on n'a plus jamais de publicité. Puis au mois de septembre, ben, on a il y a un rabais. À chaque mois de septembre de chaque année, il y a des rabais à l'abonnement. Mais tu sais, je veux pas vous encourager à vous abonner. J'ai comme pas le choix, mais si vous voulez, c'est à votre guise. Moi,
J'ai pas besoin de ça pour me nourrir, je vais le dire comme ça, mais c'est toujours agréable d'avoir du support. Le tableau des correspondances, ici. En fait, ce que je veux dire, c'est que je le fais pas pour l'argent, mais c'est tant mieux si j'ai un aide. Moi, voilà, je suis Sagittaire, mais semblerait-il que je suis Serpentaire. Je vais savoir que l'ancienne astrologie, on appelle ça astrologie des tropiques, si j'ai bien retenu. Oui, elle mentionnait que c'était ça, l'astrologie tropicale, qui n'a jamais été changée. Le problème, c'est que il y a comme il y a une espèce de glissement qui se fait, qui n'a jamais été calculé, qui n'a jamais été prévu à l'époque parce qu'ils ne savaient littéralement pas, qui fait en sorte qu'avec avec le temps, ben, tout décale. Mais ici, elle ne mentionne pas c'est quand le 13e signe. Tu disais que tu étais Sagittaire. Probablement que... oh, regarde, Ophiuchus, il est ici. Du 29 novembre au 18 décembre. Ophiuchus. Qui est entre le Scorpion et le Sagittaire. Et c'est drôle, le Sagittaire est rendu décembre, janvier. Oh boy, ça a vraiment tout reviré de bord. Ah, et mon fils serait Capricorne. Il est né au début février. Tandis que dans l'astrologie tropicale, ben, il est Verseau. Et là, ma caméra, elle m'énerve. Regarde, est-ce que tu le vois là? Est-ce que tu le vois là? Oui, oui, oui. Tu le vois-tu là? Bon, OK. Elle me fait des problèmes. Mais oui, c'est tout fucké. Toute l'astrologie a comme reviré de bord. Puis c'est pour ça que des fois, on dit hey, la Lune est en Verseau, par exemple. Puis quand on regarde, moi, j'ai des applications qui montrent vraiment l'astronomie. Et je dis, ben, pas en Verseau du tout, dans tel autre signe. Et c'est là que j'ai l'impression que l'astrologie perd toute sa crédibilité rendue là. Quoique, à mon opinion, l'astrologie n'a pas de crédibilité, mais en fait, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se disent que ça dit n'importe quoi, parce que même les signes qu'ils mentionnent, on dirait que c'est un gros n'importe quoi. Les tableaux de correspondance, il y en a. Donc, les agates pour Mercure, l'élément peut être variable, propriété magique, amour, force, courage, protection. On a vraiment les tableaux où est-ce que ça nous donne vraiment des informations brutes. Voilà. Il y a quand même beaucoup. Bon. La liste des substitutions, si on n'en a pas, est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose? Donc, elle mentionne ici, bon, l'agate noire, on peut la remplacer par l'onyx noir, l'agate rouge par le corail ou la jaspe rouge, etc. Donc, tu sais, des fois, il y a certaines pierres qui sont quand même assez chères. Donc, si vous voulez essayer de faire un peu de magie qui ne coûte qui nous coûte pas un bras, ben c'est des fois les correspondances ou les substitutions, c'est quand même assez pratique. Les correspondances pour les sortilèges, ça aussi, c'est une information qu'on n'avait pas dans le premier livre qu'on a vu. C'est pour ça que je voulais qu'on voit lui en deuxième. Sinon, le premier, vous l'auriez vu quand même assez moche en comparaison. Donc, pour les rituels, elle fait quelques listes de correspondances. Bon, amitié, amour, ça parle de Vénus, soleil, feu, eau, mais elle a vraiment, regarde, amour et sentiment, acceptation, estime de soi, elle les mentionne, puis elle mentionne aussi la planète qui est liée. Apaiser une blessure affective, attirer l'amour, préserver la fidélité. Dans le livre qu'on a vu tantôt, il y a une nuance entre préserver, tu sais, comme s'assurer qu'il nous est fidèle et préserver la fidélité. Il y a une différence entre les deux. Et préserver la fidélité, ben ça peut encourager la fidélité, tandis que l'autre, c'est comme si on l'attache. C'est comme si on y faisait déjà pas confiance. Réconciliation, rencontrer, retour d'affection, bonheur échange, exorcisme et purification. On en a ici, force et vitalité, prospérité, protection, santé, bien-être, voyance et pouvoir psychique, travail et élévation sociale. Voilà. Et sa petite conclusion. Ben, moyenne conclusion, disons. Et, garde,
Ce livre est le fruit de recherches et d'expérimentations personnelles. Donc, elle mentionne ici tous les ouvrages qu'elle a consultés, puis il y en a quand même beaucoup, où est-ce qu'elle est allée chercher les informations. Si vous voulez avoir plus, vous voulez aller voir ces informations. D'ailleurs, je me demande, ah non, Julie Hall, je pense que son livre est sorti plus tard. J'ai oublié de regarder la date de sortie. 2007-2000, peut-être. Je ne sais pas si elle s'en est... En tout cas, vite comme ça, je le vois pas, ces livres. Aucun. Ou peut-être qu'il n'était pas encore sorti à ce moment-là. On a l'index des pierres et cristaux. La table des matières. Et voilà. Donc, les pierres et cristaux magiques de Lise-Marie Lecomte. Sérieusement, ce livre-là, moi, c'est vraiment, c'est ma Bible. Je l'adore particulièrement. Il y a beaucoup d'informations. Tout est bien expliqué. Et elle couvre vraiment tous les aspects. Elle parle pas juste de « Ah bon, mais ça, c'est bon pour guérir ça, c'est bon pour guérir ça ». Elle parle aussi de comment s'en servir, comment les utiliser. Et moi, je trouve ça quand même très intéressant.